Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Comme à la maison, un format d'interview dans lequel mon invité se confie à nous, il répond à toutes mes questions dans les conditions du direct. En général, pas de cut et une seule prise, et cette fois-ci tu vas voir que c'est particulier, parce que je suis allé à la Japan Expo, que j'ai fait mes interviews sur scène. Donc voici la première que j'ai filmée. Et dans cette vidéo, tu vas donc rencontrer Louis. Louis qui est un mangaka franco-ghanéen, qui a entre autres sorti en auto-audition Red Flower Stories, tome 1, tome 2. Et il a également sorti Red Flower chez Glénat très récemment. On va donc parler de tout ça. Tu vas voir, c'est un format qui fait 45 minutes pour la Japan Expo, parce que sur scène, c'est le format qui est demandé. Donc, je vais te laisser juste après le générique avec ça. Je te demande et je te préviens d'une chose. Je te demande si c'est possible de mettre un pouce et un commentaire à cette vidéo, tout simplement pour me donner la force, parce que ce genre de format en a besoin de surcroît là. Ça aura peut-être un petit peu plus de visibilité, les gens vont regarder. Est-ce que ce que j'ai fait à la Japan Expo c'était bien ou pas? Et n'hésite pas à dire en commentaire ce que tu en as pensé. Les autres épisodes viendront bientôt, et je te préviens d'une chose, le son à la Japan Expo, c'est pas un très bon son. Donc j'ai fait un gros travail sur le son. Tu vas voir que quand on parle ensemble, parfois je n'ai pas dissocié les pistes, pour pas que ça fasse trop bizarre pour toi. Mais à partir du moment où l'interview se lance, là j'ai bien dissocié les pistes, et tu verras, à l'écoute, moi je trouve que c'est perfecto. Maintenant, c'est quelqu'un qui entend pas de l'oreille gauche qui te dit ça. Je te laisse juger. Allez, générique. Bien le bonjour. Elle est où ta caméra Ma caméra elle est là, regarde là. C'est ce mini truc là. Allez-y, asseyez-vous, il y a de la place devant, n'hésitez pas. Devant la foule en délire. On est... Ouais. Hello Paris. Alors, là on est bon. Oui, oh. Ah oui, d'accord, il y a vraiment... Donc déjà, bonjour à tous. Moi, c'est Ed le Fou. Vous m'avez peut-être déjà vu, je fais des vidéos sur YouTube où j'invite des gens. Cette fois-ci, pas en vidéo, mais en vrai. Et on va poser des questions, comme d'habitude, en général avec des gens qui ont un rapport avec le manga. Et cette fois-ci, directement à la source, j'ai la chance de recevoir Louis, qui est mangaka. Bonjour Louis. Et bonjour Ed, ça va? Ça va. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous d'être là. Sitôt de bon matin, de bonne humeur. J'espère que vous allez passer une bonne Japan Expo et j'espère que cet événement vous fera bien rentrer dedans. Alors, je me tâtais à poser des questions publiques à la fin, je me dis que ça devrait être possible, il n'y a pas trop de monde. Ça va. Ça va. C'est vrai que je t'ai pas demandé. Ça te dérangera ou pas si on a le temps? Non, c'est cool. Les gens, Ok. ils posent leurs questions. Bon, déjà, est-ce que déjà t'as ton manga de Qu'est-ce que quelque j'ai part ici? là? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai quelque chose là. Attends. Micro plus près, très bien. Bah ouais, quand même, mince. Bam. Merci. Il tient. Quelle qualité. Il y en a qui connaissent là, il y en a qui connaissent. Ils pourront poser des questions en priorité, je les aime déjà. Donc, en général, je fais une grosse description, présentation de l'invité, mais là, je vais volontairement faire léger, parce que ce qui est passionnant avec toi, c'est ton histoire et comment tu y es arrivé. Donc déjà, je vais vérifier une première source, qui est pour moi primordiale. Une source France Télévisions, si je dis pas de bêtises. Tu as bien 28 ans? Oui. Parce que tout est basé là-dessus. Si tu me dis Ouais, non, ouais, je t'explique. Je dis merci, c'était rien à voir. Qui balance mes infos? C'est bon. C'est France Télévisions, monsieur. C'est eux France qui ont capté, Télévisions. ok, Donc, Louis, on te connaît parce que tu as fait beaucoup de conventions où tu as présenté Red Flower Story, entre autres, Voilà, qui est ton manga auto-édité. c'est ça. Et on te connaît un peu plus maintenant parce que tu es édité chez Glénat avec Red Flower. Mais ça, en vérité, c'est le présent. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être dans un premier temps le passé. Ok. Tu me dis si j'ai fait des erreurs, n'hésite pas. L'objectif, c'est de la discussion. Donc, si tu dis des bêtises, tu me le dis. Je te rembourse. Voilà. C'était gratuit. Donc, tu es né en France, Oui. mais tu as passé toute ton enfance au Ghana Ouais. et ton adolescence. Tu as eu ton bac à 17 ans.
Je savais pas qu'on allait balancer tout mon historique personnel, mais. Je vais m'arrêter là. Et c'est bon pour l'instant, j'ai tout juste, on peut s'arrêter là. Si ça vous Merci. intéresse, vous me le dites, hein, mais. Non, non, mais tu vas voir, tu vas voir. À un moment, ça va devenir bien. À ce moment-là, quand t'as 17 ans, t'as ton bac, t'es au Ghana, Louis. Mention très bien, je tiens à préciser. C'est quoi ta vie et qu'est-ce que tu voulais en faire à ce moment-là? Je prends le relais. Alors, c'est quoi ma vie? Ma vie, elle est floue à ce moment-là. À 17 ans, je passe le bac. J'avais strictement aucune idée de ce que je voulais faire en fait, et c'est pour ça que je me suis lancé dans de l'humanitaire. Je suis parti faire 3 ans d'humanitaire dans des pays, des zones défavorisées du Ghana, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est pendant ces 3 ans que en fait, j'ai pu découvrir un petit peu qu'est-ce qui m'intéressait réellement de faire, retrouver un petit peu les racines du pays avec lequel j'ai grandi. Il y a beaucoup de précarité au Ghana, comme beaucoup de pays d'Afrique, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de gens dans des situations un peu compliquées. Et donc en fait, c'était aller à la rencontre de ces gens-là, découvrir les histoires de mes ancêtres, les histoires de mes grands-parents, les histoires locales, le folklore ouest-africain. Et donc ça, c'est important pour la suite parce que quand on connaît mon travail et quand on connaît les histoires que je raconte, eh bien, on sait que tout simplement, c'est du manga qui est inspiré de contes et légendes ouest-africaines. C'est du manga en fait qui vient du Ghana et de tous ces contes et de toutes ces légendes. Donc c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ce que je voulais raconter. Et ça va être par la suite que je vais décider de m'en inspirer. Là, donc à ce moment-là, tu n'as aucun rapport en particulier avec le manga? Absolument pas. Ça vient 2 ans plus tard à peu près, à 19 À ans? peu près 2 ans plus tard, ouais. 19 ans, j'ai un pote qui me dit « Viens chez moi, j'ai un truc à te montrer ». Et là, on va en ligne et il me montre les scans de One Piece. Les scans de One Piece en ligne sur un vieux site de scan pourri à l'époque. Et moi qui connaissais un petit peu la BD, parce que j'avais quand même grandi avec Tintin, j'avais quand même grandi avec Astérix, Raon, tout ça. Là, tout d'un coup, je suis complètement bouleversé par ce que je vois devant moi. Je me dis, mais pourquoi ça me captive autant? Pourquoi on n'arrive pas à arrêter de tourner la page? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours en savoir plus? Et c'était là ma première rencontre avec le manga. En fait, c'est donc à 19 ans avec les vieux scans tout pourris de One Piece en ligne. Mais ça m'a donné cette envie d'en savoir plus. Entre le moment où tu découvres ces scans-là et le moment où tu te dis peut-être que je vais en faire mon boulot, ou en tout cas essayer, il se passe combien de temps? 2 ans à peu près, donc ça coïncide aussi avec les 2-3 ans où je suis parti faire de l'humanitaire. Mais j'ai commencé à dévorer tout ce que je pouvais trouver en ligne en termes de manga. Donc je suis passé par les classiques Naruto, Shaman King, Fairy Tail, Death Note. Et j'ai dévoré autant de mangas que je pouvais, par peur de pas savoir, de rater quelque chose en fait. Et pendant 2 ans, j'ai consommé tout ce contenu-là. Et à la fin, je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma famille, je veux faire du manga. Où est-ce qu'on fait du manga? J'ai regardé un peu en ligne, je suis allé sur Google. Le 2e pays consommateur de manga au monde, c'est la France. Je dis, je vais en France et j'ai déménagé. Mais tu vas trop vite, hein. Il y a des questions qui arrivent là, ah bravo! On va Mais retourner. comme quoi, et c'est important aussi, il n'a pas les questions, il les découvre en même temps que vous, c'est toujours très important parce qu'au moins ça fait des réponses plus franches. Mais bon, honnêtement, des mangas, on en lit tous, on en consomme. Quel est le déclic à se dire je veux faire des mangas? Et pas j'aime les mangas, j'en lis, tu vois? Ouais, je pense que j'ai toujours aimé la narration, j'ai toujours écrit des histoires, j'ai toujours raconté plein de choses. Moi, ma passion, c'était raconter des histoires à ma famille, c'était parler, c'était partager mes expériences. Et donc, je pense que quelque part, j'aurais bien aimé être écrivain, j'aurais bien aimé être narrateur, que ce soit pour le film, que ce soit pour le théâtre. J'écrivais déjà des scripts pour le théâtre, j'écrivais déjà des romans, des poèmes. Et là, en fait, ça m'était jamais venu à l'idée de rajouter l'image au dessin. Et là, en découvrant le manga, tout d'un coup, je me dis, mais en fait, mes histoires, je veux absolument les raconter dans ce format-là, avec ce genre de pagination, ce genre de dynamisme, ce genre de cases. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je veux faire du manga, mais je ne le savais pas. Ok. Donc tu nous as dit que tu l'avais annoncé à tes parents. Comment ils le vivent? Comment ils le prennent? Que ce soit eux ou tes amis d'ailleurs, hein. Mes parents, ils m'ont toujours soutenu. Donc ça, pour le coup, je suis vraiment chanceux. Je ne fais pas partie de ces artistes, malheureusement, qui ont eu une famille qui ne les a pas soutenus ou qui leur a dit que ça allait jamais marcher. Mes parents m'ont soutenu dès le début. Ils m'ont juste imposé de faire les choses intelligemment. Donc mon père, quand je lui ai dit je vais en France, je vais faire du manga, il m'a demandé c'est quoi du manga. Ensuite, il m'a dit ok. Tu lui as dit quoi? Hein?
Tu lui as vendu comment? C'est quoi les mangas? Je lui ai dit, c'est un médium, c'est un art narratif, c'est vachement à la mode, tout le monde lit ça. Je lui ai montré 2-3 exemples, je lui ai dit voilà ce que je pourrais raconter, voilà ce que je pourrais faire. Et à la base, c'est lui qui m'avait déjà suggéré en fait de raconter les histoires de mon pays, les histoires de mes ancêtres à travers le manga. Donc si je remonte vraiment au début, c'était l'idée de mon père. Mais je lui ai dit voilà, je veux m'installer en France, je veux prendre quelques années pour faire les conventions, regarder un petit peu autour de moi comment ça se passe, éventuellement faire une Japan Expo et petit à petit en fait monter mon entreprise. Voilà, je lui ai fait un business plan. Au final, c'était un plan année sur année et je lui ai dit je veux faire ça. Il m'a dit ok, on va t'aider sur le début avec le loyer, on va t'aider avec le billet d'avion, mais très vite ça a été à moi de prendre le relais. Donc j'ai dû trouver un taf alimentaire. J'ai bossé à la SNCF pour ceux qui veulent savoir. Le mangaka lui est sur la scène des interviews. Il était en retard. N'hésitez pas à venir, à vous approcher, à vous asseoir pour cette histoire passionnante. Merci à vous. Mais voilà comment ça a commencé. Donc on a dit 17 ans le bac, 19 ans découverte du manga, 21 ans, Ouais, arrivé en France ouais, pour devenir mangaka. pour devenir mangaka. Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre ce que tu espérais, ce que tu imaginais, et la dure réalité? La dure réalité. Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la réalité de se confronter à des gens qui avaient dessiné depuis leur plus jeune âge, en fait. J'ai rencontré plein de dessinateurs qui, eux, étaient tombés dedans quand ils étaient petits. Ils dessinaient depuis 4-5 ans. C'était des monstres de dessin. Je pense notamment à mes collègues, mes contemporains ces temps-ci chez Ankama. On pense à des Géraud, on pense à des Ziad, qui dessinent depuis très longtemps et qui ont pour moi un niveau graphique absolument incroyable. Je débarque en France. Moi, j'ai jamais dessiné de ma vie. Je me dis, OK, voilà, je veux devenir mangaka. Et là, je me dis, ok, en fait, on dessine pas du tout pareil. La première chose à faire, ça va être de m'améliorer en termes de dessin. Et donc, j'ai quand même passé les 2-3 prochaines années, de 2015 à 2018, à charbonner le dessin. C'était du 10 heures par jour, c'était plein de one-shots, c'est des histoires courtes pour bosser mon récit, mon dessin, ma narration. Ça a été la première chose à laquelle je me suis confronté quand je suis arrivé en France. C'était pas prévu, mais il y a aussi quelque chose, dis-moi si je me trompe. Au départ, tu es anglophone. Oui, mais je parle français. D'accord. Ça n'a pas été un souci au départ? Non, ma mère est française, donc on a toujours parlé français à la maison. Du coup, la France, c'était aussi un choix logique, parce que c'est vrai que quand je regardais où est-ce qu'on fait du manga, forcément, j'avais regardé le Japon, mais bon, le Japon, inaccessible. Si on ne parle pas japonais, c'est compliqué. Même en parlant anglais, ils ne sont pas très ouverts à ça. Les États-Unis, beaucoup trop cher, parce que j'avais regardé les États-Unis aussi. Et au final, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de raisons d'aller en France. C'est un très bon marché, je parle français, la vie est moins chère, il y a des conventions. Donc au final, il y avait tellement de raisons. Et aussi, j'avais des cousins sur place qui ont pu m'héberger le temps que je trouve un peu mes points repères, quoi. Ok. 24 ans. Qu'est-ce qui se passe à 24 ans? C'est la sortie de Red Flower Story en auto-édition. 24 ans. Ouais, ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais... Mais c'est-à-dire que c'est seulement 5 ans après avoir découvert le manga. Oui. Un manga qui n'est pas présent ici, mais qu'on peut trouver sur ton stand. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez pressé, mais comme j'ai dit, j'avais l'impression d'avoir beaucoup de retard par rapport à mes collègues. Je commence à dessiner, j'ai déjà 21 ans, je débarque en France, j'ai tout à rattraper, donc j'ai aucune culture manga, j'ai aucune culture animée, convention. La moitié des classiques, je les ai pas vus encore, je les ai pas regardés. Donc j'avais conscience d'avoir beaucoup de retard à rattraper en fait. Et c'est pour ça que je suis allé aussi vite. Et j'ai préféré commencer par l'auto-édition parce que justement, je me suis dit, qui va vraiment pouvoir me dire si mon manga il est intéressant, si mes dessins ils sont haut niveau, si mon histoire elle est intrigante? Ça va être les lecteurs. Et donc je suis allé chercher les lecteurs directement en commençant par les conventions, en faisant de l'auto-édition. Et c'est là où j'ai pu avoir mon premier vrai retour sur mon manga. En ce qui concerne Red Flower Story, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est inspiré des contes et légendes ouest-africaines. Est-ce que tu as eu un doute à un moment sur le sujet, sur le fait de est-ce que ou non ça pouvait trouver son public en France? Un doute. Alors, je pense pas que c'était un vrai doute. On a toujours une petite appréhension. On a toujours un petit peu peur que son histoire, elle soit pas reçue. Ça, c'est normal pour tous les auteurs. Mais je pense pas que j'ai vraiment eu de vrais doutes parce qu'on est en plein dans une phase où les gens cherchent ces nouvelles histoires. Ils cherchent à sortir des sentiers battus. Ils cherchent de nouveaux récits. Et moi, je pense que la preuve, c'est tous les nouveaux films qui cartonnent ces temps-ci. On a vu le succès de Black Panther. On a vu le succès de même Avatar de James Cameron. Tous ces films-là qui nous dépeignent des cultures complètement différentes, des peuples avec des philosophies complètement
nouvelle, mais je pense que les gens sont friands de ça. Et je pense que ça fait aussi assez longtemps en France que on lit les récits des Japonais, on lit le manga qui vient du Japon. Et bon, il y a encore de belles choses. Et moi, il y a beaucoup de mangas dont je suis très fan, mais je sens, et c'est mon opinion, je sens qu'il y a beaucoup de lecteurs qui commencent à fatiguer un peu du schéma classique du shonen, en mode grosse bataille, power-up, level up, grosse bataille, tournoi. Et je sens que les gens, ils cherchent autre chose. Et donc moi, j'ai voulu proposer autre chose en proposant un format de manga qui se lit comme un conte. Donc c'est un conte africain, c'est pas une narration classique. Mais je reste quand même un petit peu dans les codes pour pas dépayser trop le lecteur non plus. Je veux pas lui dire, voilà, je réinvente le manga, c'est pas mon but, hein, je commence tout juste. Donc j'ai quand même proposé quelque chose de nouveau, tout en restant dans un format qu'on peut reconnaître, c'est un format de manga. Est-ce que tu dirais que peut-être, sans taper ou sans juger, dans Red Flower Story, il y a du fond et de la forme? Du fond et de la forme? Ouais. Oui. Alors que dans certains autres mangas, peut-être qu'on retrouve que justement de la forme et ouais, un peu moins de je fond. ne suis pas là pour critiquer, mais c'est vrai que je pense que les lecteurs sont plus à la recherche du fond ces temps-ci que de la forme. Parce que mon premier manga qui n'est pas là, mais qui s'appelle quand même Red Flower Stories, il a un format un petit peu hybride en fait. Ça ne ressemble pas à un manga classique, c'est pas un format comme ça. Ça va être un format A5. Et donc j'ai déjà eu des gosses qui arrivaient sur le stand, qui regardaient et qui me demandaient, mais c'est du manga ça? Et je leur disais, oui, c'est pas le même format, mais c'est du manga. Et ils ouvraient, ils faisaient, ah ouais, effectivement, c'est du manga. Ils lisaient et au final, c'est le fond qui les intéressait plus que la forme. Donc je pense qu'aujourd'hui, si je devais sortir mes histoires dans un format comme ça, où on a déjà vu des formats un petit peu différents sur des éditions d'Akira ou de Dragon Ball par exemple, je pense que les gens, ils sont pas très intéressés par à quoi ça ressemble sur l'extérieur. Ils vont vouloir savoir qu'est-ce que tu racontes à l'intérieur. Et forcément, est-ce que le dessin, il plaît, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui peut-être n'auraient découvert que l'un ou que l'autre, quelle est la différence entre Red Flower et Red Flower Story? Red Flower Stories, comme le nom l'indique, Stories, c'est des histoires courtes. C'est plein de petites anecdotes, c'est des histoires inspirées de contes et légendes ouest-africaines, c'est des one-shots. Chaque chapitre, on va avoir une histoire complète. Chaque chapitre, on va découvrir un personnage différent de la tribu que j'ai créée, qui est basée sur la tribu avec laquelle... de mon père, hein, avec le peuple avec lequel j'ai grandi. Et on va avoir plein d'anecdotes qui vont être inspirées de toutes les choses que j'ai vues et vécues en Afrique de l'Ouest. Donc on va avoir des histoires de vaudou, on va avoir des histoires d'aventure, de fantasy, il y a des arts martiaux, il va y avoir des contes traditionnels, il va y avoir des histoires dans la jungle, bref, plein d'anecdotes. Et c'est un travail préparatoire où je créais l'univers, où je creusais les personnages, qui m'a permis, 2-3 ans plus tard, en fait, d'être repéré par Glénat et de signer ma nouvelle série chez eux. Donc en fait, on reste dans le même univers avec Red Flower, on garde tous les mêmes personnages, mais cette fois-ci, par contre, c'est une histoire qui sera terminée en 5 tomes et qui va être une histoire épique. Tu as une idée de combien de temps ça va te prendre ou pas du tout? Je sais pas, il y a peut-être Glénat qui m'écoute là. Je leur ai promis des trucs, mais je travaille plus lentement que prévu à force de faire des conventions. Donc on va dire un tome par an. Je pense que c'est un rythme qui est un bon compromis entre les lecteurs vont pas m'oublier, mais j'ai pas non plus envie de crever à la tâche du haut de mes 28 ans. Parce que c'est vrai que les Japonais, ils bossent plus vite que nous, mais ils sont tous en sale état niveau santé. Donc je pense qu'un tome par an, ça va, c'est un bon rythme. Ok, un tome par an. Je veux pas te mettre dans la sauce, mais je lis juste ce que j'ai écrit. Hein. Donc 24 ans Red Flower Stories, 2 ans plus tard le tome 2, et 2 ans plus tard, à 28 ans donc, Red Flower chez Glénat. Donc en moyenne 2 ans pour un tome. Ne vous inquiétez pas, Glénat, si vous regardez la vidéo, ne vous inquiétez pas, un an, c'est large. Ouais, mais il y a eu le confinement entre les deux, là, il y a eu le confinement entre les deux, donc ça on compte pas. Je suis grillé, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a Glénat qui écoute là. Ouais. Donc, maintenant tu as un éditeur. Ça change quoi, techniquement, en termes déjà de contenu? Est-ce que tu peux faire comme tu le souhaitais avant, c'est-à-dire tout ce que tu veux, ou même en termes de temps pour dessiner, par exemple, pour créer tes histoires? Qu'est-ce que ça change pour toi? Bonne question, ça change plein de choses. C'est ce que je voulais aussi. Il y a plusieurs choses qui ont été une surprise. Ça a été la quantité de choses qu'il fallait faire en plus du manga. Parce qu'on peut se dire, faire un manga, c'est simple, il faut dessiner des pages, il faut mettre le texte, il faut mettre les trames, et après on envoie à l'imprimeur. Que nenni, je l'ai appris avec Glénat. En fait, il y a le travail du relecteur orthographique, parce que c'est vrai que mon auto-édition, les premières éditions, il y avait de belles pépites à l'intérieur.
Il y a le travail du maquettiste, il y a le travail des attachés presse pour tout le service des journalistes, pour toutes les relations avec les libraires, pour tous les visuels, la communication, les PLV, il fallait faire des illus par-ci, par-là, pour toute la déco. Et en fait, c'est ça qui m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, c'est que moi j'avais bien bossé sur mon tome, mais ensuite se rajoutait tout un travail de communication autour du manga que j'avais pas fait tout seul parce que forcément j'avais pas accès au réseau professionnel des libraires, tout ça. Et donc ça, je l'ai découvert avec Glénat. Donc avec le tome 2, on pense que ça va aller un peu plus vite parce que maintenant j'ai l'habitude, j'ai déjà vu ce que c'est, voilà, je vais être plus réactif. Mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup surpris au premier abord. Ça, c'était le point, c'est pas négatif, mais ça m'a surpris. Ça a été un peu dur à vivre sur les horaires. Mais le point très positif de bosser avec un éditeur, c'est que maintenant, en fait, ça me déleste de beaucoup de poids logistique. Parce que ceux qui me connaissent depuis les débuts de mon manga, je me ramenais à la Japan Expo avec mes 2 valises de 40 kg à bout de bras, là, et je me travaillais dans toute la France, tout le temps en train, avec mes bouquins dans mes valises. C'est épuisant. Là, en fait, mes bouquins, ils sont livrés. J'arrive, je suis venu avec ma petite valise. Je vais aller en dédicace. Glénat a tout géré, ils m'ont pris le logement, ils m'ont pris le déplacement, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, normalement, je n'ai à consacrer mon énergie que au dessin et au scénario, et j'ai plus à m'embêter de savoir si mon livreur il va amener mes bouquins à temps, parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas être livré, après on ne sait pas ce qu'on fait. Voilà, ça me délaisse de tout ce qui est logistique et tout ce qui était vraiment un poids supplémentaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, ou qui vont se dire, des jeunes qui cherchent à se lancer dans le manga, qui vont se dire « Waouh, la chance !» Sans parler de chance, pour toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour justement arriver au stade où tu en es, c'est-à-dire être repéré par D'ailleurs, je ne sais même pas, est-ce que c'est toi qui les as contactés ou inversement? Alors un peu des deux. Ils connaissaient déjà mon travail parce que forcément les éditeurs ils sont toujours à l'affût des nouveaux dessinateurs, ils sont toujours à l'affût des nouvelles histoires. Moi j'avais manifesté comme quoi je cherchais un éditeur. On avait presque entamé des conversations sérieuses quand il y a eu le confinement, donc ça a un peu mis un terme à tout. Et après le confinement, c'est eux qui sont revenus vers moi pour me dire « Bon, bah, t'en es où ?» À ce moment-là, j'ai dû refuser parce que j'avais engagé le financement participatif de mon 2e tome en solo. Et quand j'ai fini ça, je suis revenu vers eux. Donc en fait, c'était une question de se choper pour leur dire que j'étais dispo et on a pu entamer la création de la nouvelle série. Et donc, en termes de conseils pour ceux qui voudraient se lancer dans l'univers du manga, tu conseillerais de s'y prendre comment ? Pour se lancer dans l'univers du manga, moi la première chose que je conseille à tout le monde, c'est faites des histoires courtes. Pourquoi ? Parce que déjà c'est un bon format pour maîtriser la narration sur un court terme, parce que si on n'arrive pas à raconter une histoire engageante sur 24 pages, on ne saura pas le faire sur 100 pages, on ne saura pas le faire sur 200 pages. C'est pas pareil, il faut apprendre à être efficace dans son récit, donc déjà des histoires courtes. De 2015 à 2018, quand moi je m'entraînais, j'ai fait une vingtaine de one-shots, j'ai fait une vingtaine d'histoires courtes, ce qui m'a permis de vraiment m'améliorer en termes de narration, mais aussi en termes de dessin, parce que du coup, il faut beaucoup dessiner. Et suite à ça, il faut faire des conventions. Je sais que j'ai beaucoup de mes collègues qui sont passés directement par des maisons d'édition, tout à leur honneur. De mon expérience personnelle, je pense que c'est plus formateur de passer par les conventions, peut-être pas par la Japan Expo en premier, mais par des petites conventions. Il y en a des centaines en France aujourd'hui. Toutes les petites villes ont leur propre salon du livre, ont leur propre petite convention manga, ont leur festival geek. Vous prenez une table, normalement ça coûte 30, 40, 50 euros le week-end. Pour les petites conventions, ça peut aller jusqu'à 100, 200 euros le week-end. Tu t'assois et tu engages le lecteur. Tu essayes de lui vendre ton manga, tu essaies de voir qu'est-ce qu'il en pense. Et ça, c'est extrêmement formateur parce qu'on a là vraiment un client en face qui va dire « Ah non, mais j'aime pas » ou « Ça, j'ai bien aimé, ça, j'ai pas aimé ». Et en tant que narrateur, en tant que dessinateur, il n'y a rien de plus intéressant que d'avoir ce retour direct. Moi, j'encourage tout le monde à commencer comme ça. Et quand on a pris un peu de niveau, quand on a pris un peu d'assurance en tant qu'auteur, là, je conseille d'aller voir une maison d'édition parce que derrière, eux, ils vont investir 30, 40 000 euros dans un seul tome de ton projet. Donc, il vaut mieux être sûr de ce que tu fais, quoi. Avant, excusez-moi la voix par mon cacahuète. Avant, donc, tu étais Louis en auto-édition. Maintenant, on pourrait presque dire que tu es Louis de chez Glénat. Honnêtement, est-ce que ça change le regard ou le discours de certaines personnes? J'aime ce sourire, j'aime ce sourire. Ça veut dire bonne question. Oui et non, en fait, il y a de tout, il y a de tout. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ça y est, t'as réussi, t'as percé ». Et je dis merci déjà. C'est vrai qu'avoir la validation d'une grosse maison d'édition, avoir le soutien et la distribution, ça change complètement les choses. C'est-à-dire que maintenant,
Même les gens qui ne m'ont jamais vu peuvent me trouver en librairie et ça c'est hyper important pour moi. C'est ce que je voulais avec l'ENA, c'était cette distribution en fait. Je ne pouvais pas aller partout physiquement, donc là je suis distribué dans toutes les librairies et ça c'est vraiment, ça va faire grandir le projet, il n'y a pas de secret. Par contre je leur dis aussi que moi, depuis les 3 ans que je faisais de l'auto-édition, j'avais la chance de pouvoir en vivre, j'avais la chance de déjà pouvoir en faire mon métier et que donc du coup pour moi à ce moment-là j'avais déjà réussi parce que je travaille de ma passion, je raconte des histoires, je partage mon univers avec des lecteurs qui sont passionnés et en plus ça me permet de payer le loyer et je suis indépendant. Pour moi j'avais déjà réussi ce que je voulais faire. Donc avec l'ENA c'est juste amener le projet à un autre niveau et chercher encore un autre public et chercher à aller plus loin. Donc voilà, il y a des gens qui ont dit ça y est t'as réussi, il y en a qui me considéraient plus légitime du coup. Je trouve ça un peu dommage parce que enfin, pour moi c'est l'histoire qui est légitime ou pas. Peu importe chez qui elle est éditée quoi. Je réfléchis. Est-ce que c'était vraiment une vraie réponse, ça? Bah, Ou peut-être c'est moi qui me suis mal exprimé. Alors, est-ce que tu as des exemples peut-être Est-ce que tu as des exemples peut-être de regards qui ont changé? Tu vois, avec cette légitimité, comme tu dis, avec le fait qu'on trouve aujourd'hui ton bouquin un peu partout. Dernière fois, je suis allé faire mes cours, je l'ai vu à Auchan. Oui. Un jour, t'es content pour toi. J'ai sell-out, c'est ça? Je suis à Auchan. T'es à Auchan. Faut pas acheter à Auchan, les gars, faut acheter chez les libraires spécialisés, mais bon, passons. Non, je vois pas où tu parles. Tu cherches un... Ah non, c'est simplement, je me dis que si tu veux, parfois la réussite, tu vois, peut attirer des convoitises, de la jalousie, tu vois. Simplement, c'est ça, toi, t'as vu ça. Ou alors, à l'inverse, ah, mais c'est lui, ah, c'est génial ce que vous faites. Alors que les personnes n'ont pas obligatoirement lu. C'est un petit peu ce côté, tu vois, une certaine fame qui pourrait arriver et changer le regard de certaines personnes. C'est ça que je veux dire. Ouais, je pense pas que je suis là encore. Hein. Je suis pas Toriyama. Même si j'ai quoi, 30 personnes dans le public là. Moi j'en compte 725. 525, ça doit être ça, ouais. Et non, les discours n'ont pas changé. Il y a, je pense, à tous les niveaux, il y a toujours des détracteurs, il y a toujours des gens qui vont dire c'est pas bien ou t'aurais pas dû faire comme ça, mais faut pas les écouter. Et puis voilà, j'ai rien de très transcendant à dire là-dessus. Ok. Quand je regarde les critiques sur Red Flower, ça veut dire qu'il a reçu des trucs. Hein, t'as vu des commentaires, c'est ça? J'en ai vu pas mal, et franchement, j'en ai pas trouvé de mauvais. Je te le dis, c'est beaucoup d'éloges, et j'en ai fait moi-même sur la chaîne. J'ai trouvé tes 2 bouquins, parce que j'ai lu Red Flower Stories, le 1, et je te l'ai dit d'ailleurs, à la fin, j'ai même pleuré sur le 1, je trouve ça magnifique. Celui-là, je l'ai trouvé encore plus beau niveau dessin, alors que pourtant, j'avais trouvé le 1 magnifique. L'histoire est très très intéressante. Très honnêtement, à force d'avoir autant de très bons retours sur son premier tome, est-ce que ça ne met pas un peu de pression pour la suite de son travail, en se disant, tu vois, ou alors je dois faire aussi bien, ou alors à l'inverse, c'est bon, je gère? La pression, elle y est toujours parce qu'on a envie de faire bien, on a envie de satisfaire le lecteur, on a envie qu'il puisse voyager à travers l'histoire, on a envie de le faire rêver en fait. Donc la pression, je me la mets tout seul, il n'y a pas besoin des autres pour me mettre la pression. Et par rapport aux bons retours, parce que c'est vrai que du coup j'ai aussi reçu pas mal de bons retours, on a une communauté très bienveillante dans le manga français, en tout cas il y a plein de gens qui soutiennent, il y a plein de gens qui sont vraiment à la découverte de la nouveauté. J'apprécie et je dis merci à tout le monde, mais après ce que j'encourage mes lecteurs à faire, c'est me dire aussi ce qui les a gênés, ce qui leur a pas plu, parce que moi mon but c'est de m'améliorer dans la narration, je veux vraiment que le lecteur, sa lecture elle soit fluide, qu'il n'ait pas un problème de compréhension, que mon univers soit bien développé. Donc j'invite mes lecteurs souvent à travers leurs commentaires, à travers les stories qu'ils me font, à me dire réellement qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Il y en a qui m'ont fait des critiques très constructives que j'ai déjà pu prendre en compte pour l'écriture et la réalisation du tome 2 chez Glénat du coup. Et donc ouais, ça j'ai toujours invité et j'apprécie beaucoup ce genre de retour. Donc le tome 2 est déjà écrit? Le tome 2 est déjà écrit, ouais. D'accord. Tu as dit que pour toi l'important c'était raconter des histoires, la narration. Je le comprends, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle. Est-ce que tu en as fait? Alors, j'ai fait 2 jeux de rôle et je me suis endormi les 2 fois. Viens à ma table, tu vas pas t'endormir. Je m'explique. C'est parce que je pense que je suis plus... Je devrais être MJ, je pense, si je fais un jeu de rôle, parce que justement, je ne supporte pas de juste être là, à attendre que ce soit mon tour pour faire quelque chose. Moi, j'aime bien raconter. Et quand je regardais le MJ qui racontait, qui créait l'histoire en même temps que ça se déroulait, ça me passionnait. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça le rôle que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'être un joueur dans un jeu de rôle, j'ai envie d'être maître de jeu du coup.
Et donc je pense que la prochaine fois que je fais un jeu de rôle, j'aimerais déjà observer un MJ pour apprendre comment ça marche, pour devenir un meilleur narrateur. Et puis si jamais je refais du jeu de rôle, ce sera en tant que MJ. Juste pour ça, rapidement, ce qui est très bien dans le jeu de rôle, c'est qu'au final, tu n'as pas de vraiment comment ça marche. C'est une histoire interactive. Donc en vérité, il y a autant de manières de faire du jeu de rôle que de joueurs. Oui, mais il y a des MJ plus doués que d'autres pour engager les joueurs, pour vraiment créer des rebondissements. Je pense qu'il y en a qui racontent de manière un peu plus engageante. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette façon de raconter, cette façon de captiver et au final de faire voyager les joueurs dans leur propre jeu. C'est ce côté-là qui m'intéresse. Donc ma prochaine question, c'est, vu que le plus important, c'est l'histoire, est-ce qu'un jour, dans le futur, il y a des chances que ce ne soit plus de cette forme-là, sur ce support-là, une évolution, un changement en dehors du manga? Oui. Moi, je ne serais jamais contre le fait de diversifier les supports. Hein. J'adore le manga, mais j'adore le manga aujourd'hui. Peut-être que demain, on aura des supports qui seront beaucoup plus intéressants pour des raisons narratives. Je sais que déjà, il y en a qui connaissent le scroll comics ou pas? Le scroll comics, scroll en anglais, ça veut dire faire défiler sur le téléphone. Et c'est un format de comics qu'on fait défiler, en fait, qui se lit verticalement. Et ça se dessine d'ailleurs en grandes bandes très fines de dessin. Voilà, donc une page, elle est très très longue comme ça. Et c'est un format différent, mais ça invite le dynamisme de faire défiler la page, ça invite une lecture verticale et donc ça invite de faire une histoire différente parce qu'il faut prendre en compte ce fait. Voilà. Et donc je pourrais écrire des histoires pour du scroll comics, comme je pourrais écrire des histoires pour le théâtre, pour le cinéma, pour l'animé. On ne sait jamais si un jour il y aura une adaptation animée, c'est un support intéressant. Ou bien encore, on peut y revenir, faire et adapter mon univers aux jeux de rôle, aux jeux de société, pourquoi pas, aux jeux vidéo. Donc, quand Red Flower sera adapté en animé, voilà, parce que 2026. Honnêtement, voilà. Appelez Netflix, ils ont Netflix. À quel point tu voudras avoir la main sur l'histoire ou sur ton bébé en fait? Sur l'histoire, je pense que j'aurais beaucoup de mal à déléguer. J'aurais beaucoup de mal, mais il y a des gens très talentueux qui ont fait des adaptations en animé absolument monstrueuses. Donc je vais citer des exemples. Par exemple, l'adaptation en animé de Last Man, pour ceux qui connaissent. Last Man, ouais. C'était pas une simple transformation de la BD ou du manga à l'animé. C'était une autre histoire qui était complémentaire et donc qui proposait un contenu supplémentaire. Et ça, j'ai trouvé génial en termes de narration. Il y a aussi l'adaptation en animé de Dreamland, pour les fans de manga français, qui va se faire bientôt. Et pour avoir parlé à Renaud, en fait, je lui disais, mais t'as pas peur de lâcher un peu la main sur ton truc? Il m'a dit, mais non, en fait, parce que les gars qui font de l'animé, c'est des professionnels déjà, c'est leur métier. Et ils ont su adapter avec brio les côtés de Dreamland et les faire ressortir en animé. Et donc, sublimer son œuvre et la rendre encore plus intéressante. Donc, je pense qu'avec le bon panel d'écrivains en face, quand je vois qu'on me propose une histoire de qualité, je ne saurais pas dire non. Même si ce n'est pas moi qui l'ai écrite, au final, il vaut mieux qu'il y ait une bonne histoire que le contraire. D'accord, donc dans l'idée, ça ne te dérange pas? Dans l'idée, ça ne me dérange pas, il faut juste que ce soit une bonne histoire. D'accord. Lors de notre première rencontre, est-ce que tu t'en souviens? On va encore sortir des balles, là, vas-y. Non, je vais te donner, tu vois. J'ai été très surpris et plutôt agréablement. Beau stand, sûr de toi, très pro, discours carré. C'était à Marseille, non? Ouais, début d'année. Début d'année. J'avais l'impression d'avoir en face de moi un artiste, un manager, un commercial, au final quelqu'un qui est très multicasquette. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que pour toi, faire un manga, c'est peut-être un peu plus qu'uniquement un travail artistique? Oui. Faire du manga, c'est pas que le dessin, c'est vrai. Voilà, et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du manga en auto-édition versus le manga directement en maison d'édition. Parce que devoir publier, imprimer, distribuer, vendre mon propre manga tout seul, ça m'a appris la chaîne du livre de A à Z. Donc maintenant que j'ai fait mon bouquin, comment est-ce que je vais aller chercher mon lecteur? Comment est-ce que je vais aller chercher mon public? Comment est-ce que je vais réfléchir à ma communication visuelle? On va parler marketing, on va parler, comment ça s'appelle? D'un point de vue financier. Tu as parlé de business plan tout à l'heure. Voilà, c'est un business plan. Et c'est pas sale. C'est ça. Il fallait que je réfléchisse au prix de mon manga comparé aux autres mangas. Il y a eu une réflexion vraiment sur tous les aspects de la vente du manga. Et ça, je trouve que ça a été hyper formateur parce que je comprends pourquoi mon manga aujourd'hui chez Glénat, il est à 7,90 €. Et
Et pourquoi chez moi, par exemple, quand je le vendais en auto-édition, il était à 10 €. Les gens, ils me disaient, c'est plus cher. Ah. 1, 2, 1, 2. C'est pas grave. J'ai tout cassé. Est-ce que c'est vraiment J'ai un tout problème? cassé. Et voilà, il a trop parlé. Et là, voilà. Et donc, c'est ce que je suis en train de dire. Non, je rigole. On regarde si ça revient rapidement, sinon on le finit à la bouche. Hello, hello, testing, On peut testing. le faire. Testing, testing. On peut le faire. Regarde, c'est pas grave. Tu veux que je te rappelle la question? J'allais. que Non, tu veux non, qu'on mais continue t'inquiète. Hein. Moi, ça me dérange pas. Ça, c'est Glénat, ils Est-ce ont que vous coupé. nous entendez? C'est ça, Glénat, Ils ils veulent sont pas là. que je dise. Ils ont Ils coupé. veulent pas que je dise les tarifs. Ça parle d'argent, redémarre. bam. Bonne nouvelle, Je me on suis fait devrait censurer. récupérer le son. Testing, testing. Allez. 1, 2, 1, 2, pif, paf, pif. Voilà. Ouais. Je sais même plus ce qu'on racontait. On parlait du fait que ce n'est pas sale. C'est pas quoi? Ce n'est pas sale. Ah oui, c'est pas sale, c'est pas sale. Il faut avoir une vision globale en fait. Il faut avoir une vision globale. Je pense qu'un des problèmes souvent que les artistes vont rencontrer, c'est qu'ils sont très talentueux. Ils savent raconter de très belles histoires, mais ils savent pas se vendre en tant que commerçants. Et donc c'est dommage parce qu'il y a des artistes dont on aurait pu découvrir l'univers, qu'au final on va pas connaître parce qu'ils ont eu trop peur d'aller se vendre, voilà. Ou ils ont eu, je sais pas, peut-être qu'ils ont eu honte. On peut penser que c'est sale, comme tu dis, d'aller vendre son taf. Mais non, je pense que c'est nécessaire. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que tu as dit dans une très bonne interview qui est sortie récemment sur YouTube, qui fait plus d'1h40, sur une chaîne dont Shame on Me, le nom m'échappe, mais ici, là, en bas, vous avez le lien, pour ceux qui regarderont la vidéo. Pour les autres, ça apparaît en réalité virtuelle. Voilà. Tu parles du podcast PSLP, c'est ça? Je crois. Ouais, c'est le podcast. Voilà. Une très très bonne interview, Ouais. dans laquelle tu dis, si je ne dis pas de bêtises, qu'en gros, vouloir faire un manga et vivre du manga, c'est bien, mais pour ça, ça veut dire aussi savoir se vendre et le vendre. Valoriser son travail. Ouais. C'est une démarche qui est différente parce qu'on est au-delà de la création, on est dans une démarche commerciale. Ça peut en gêner certains, mais il va falloir regarder son manga critiquement et se dire, mais ok, qu'est-ce qui est intéressant là? Qu'est-ce que je suis en train de proposer à mes clients, à mes lecteurs au final? Parce que c'est à la fin de la journée, c'est une œuvre commerciale. Moi, j'aime bien penser qu'on n'est pas là juste pour me soutenir parce que il est trop sympa, vas-y, j'achète son manga. Non, je veux que mon lecteur il se dise, j'ai acheté une bonne histoire et franchement, j'ai eu la valeur de mes 7, 8, 10 euros, je sais pas combien j'ai mis, mais ça valait le coup. J'ai été diverti, j'ai rêvé, j'ai voyagé. Et donc, moi, mon but en tant que commercial, c'est de proposer le meilleur produit possible à mon échelle. Et donc, ça va être ça la démarche. Donc, il faut que je regarde qu'est-ce qui est intéressant dans mon histoire. Est-ce que c'est la nouvelle culture que je vais proposer? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est la narration? Voilà, il faut que j'étudie la chose et ensuite, je vais proposer ça. Et avec un peu de chance, je vais avoir un retour positif. Bon, on parle du prix du manga, mais en vérité, maintenant, tu es édité chez Glénat, éditeur historique. L'argent, c'est plus un problème. Je suis venu en jet privé. T'es blindé. Ouais. Sur plusieurs générations. Au moins jusqu'à la semaine prochaine. Au moins. Non, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes. Tu vois, c'est comme quand les gens, parfois tu vois sur Internet, que je discute un petit peu de ce que je gagne. J'ai aucun problème à dire que je gagne environ 45 € par mois avec les pubs YouTube. Waouh. C'est ce que les gens disent aussi. Ils disent quoi? Je pense aussi que les gens peuvent fantasmer aussi beaucoup. Donc sans parler de chiffres, sauf si tu as envie, est-ce que tu peux un petit peu nous en dire plus ou en tout cas remettre une certaine réalité en place? Sur ce côté, maintenant il est édité, il doit être blindé. Alors, la réalité d'être artiste manga, je vais spécifier parce qu'après il y a tellement de domaines, il y a les illustrateurs, il y a ceux qui font du dessin industriel, ceux qui bossent pour des boîtes. Se lancer en auto-édition aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi accessible pour tous ceux qui veulent le faire. Je parle tout simplement des campagnes de financement participatif. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Ulule, Kickstarter, toutes ces plateformes-là qui permettent aux indépendants, aux jeunes débutants de se lancer, de trouver leur communauté et de récolter assez de fonds pour se lancer en indépendant. C'est-à-dire que moi, mon premier Ulule, j'ai lancé mon manga, j'ai proposé mon projet, j'ai dit voilà, j'aimerais faire une histoire, j'ai balancé des planches, mes lecteurs, ils m'ont suivi. On a réussi à faire un Ulule en quelques mois, on avait récolté la somme de 6 000 €. 6 000 €, ça m'a servi à faire quoi? 3 000 € pour l'impression de 1000 bouquins, donc je voulais 1000 exemplaires. Et le reste des 3 000 €, ça a été pour l'impression de goodies, de cartes, de cadeaux et les envois par la poste. Donc ça, c'est un montant que moi, j'aurais pas eu tout seul à l'époque parce que je venais de me lancer, donc les 6 000 €, je les avais pas sur le compte.
Par contre, c'est mes lecteurs qui ont avancé cette somme. Et aujourd'hui, je trouve que ça, c'est incroyable parce qu'à l'époque de Astérix, à l'époque de Uderzo et Goscinny, personne ne pouvait se lancer en indépendant comme ça. On n'avait pas les réseaux, on n'avait pas Internet, on n'avait pas accès à ces plateformes-là. Et donc, il fallait absolument passer par un éditeur qui allait imposer son tarif, qui d'ailleurs ne rémunérait pas les auteurs à l'époque. Est-ce que vous saviez que c'est Uderzo et Goscinny et leurs contemporains qui ont lutté pour ce qu'on appelle l'avance sur droit. C'est le fait que l'éditeur va avancer de l'argent à l'auteur avant de vendre son bouquin. Ça, les auteurs à l'époque, ils bossaient quasi gratos. En fait, ils trimaient chez eux sans salaire pendant 1 an pour sortir un album de BD et après, il fallait que ça se vende. Donc, j'ose même pas imaginer les conditions. Aujourd'hui, on a cette avance sur droit qui nous est garantie et après, l'éditeur, il va se rembourser sur les ventes. Mais déjà, ça permet d'avoir un salaire correct, d'avoir un salaire qui permet de vivre le temps de faire le manga. Donc voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est hyper accessible. Après, on n'est pas sur, sauf un gros carton, forcément, on n'est pas sur des sommes faramineuses, mais c'est très correct et il faut savoir trouver sa niche. J'aimerais profiter qu'on soit ici à la Japan Expo. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions dans le public pour Louis? Allez, jeune homme, si tu parles fort, je t'écoute. Est-ce qu'on n'a pas un micro pour le monsieur? N'hésite pas à dire à la dame, elle va répéter. Ce sera... Regarde, c'est pas, regarde, on va faire encore mieux. Ce sera regarde, viens, je t'en prie. Attention, le téléphone. Ah, c'est vrai que je suis attaché au téléphone. Merci à toi. La question arrive. Est-ce que ça va faire un peu de téléphone chinois, votre affaire, ou téléphone arabe, comment on appelle ça? Alors, la première question, c'est je t'ai Bien. parlé jusqu'à présent Colle. d'être seul. Au Japon, régulièrement, les mangakas font appel à des assistants. Est-ce que tu pourrais envisager pour la suite de récupérer toi aussi, embaucher des assistants pour accélérer en fait les publications? Est-ce que tu es en train de postuler là, c'est ça? Avec des assistants, ouais, tu penses à Renault peut-être? Ouais. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que j'ai du mal à déléguer déjà. J'ai une vision très précise de comment j'ai envie de faire mon manga. Donc, que ce soit les décors ou les personnages, j'ai beaucoup de mal à lâcher le dessin. Mais je pense qu'il va falloir que je le fasse un jour. Et la deuxième chose, ça va être, elle est purement financière. Parce que si j'embauche quelqu'un, moi forcément, je connais le statut d'un artiste, je connais la paye d'un artiste, j'ai envie de payer correctement. Donc, je ne vais pas brader les prix. Les assistants au Japon sont assez mal payés au début, comme le sont les auteurs. Donc, en fait, c'est une industrie assez compliquée à naviguer quand on n'a pas un succès comme One Piece ou Naruto ou quoi. Donc, en France, on a un système économique un petit peu différent qui fait qu'on a plus de droits d'auteur. Des fois, c'est à négocier avec l'éditeur. Hein, quand la série elle marche bien, comme Dreamland, voilà, on peut se permettre de prendre des assistants. Moi, au début, comme les Japonais d'ailleurs, on va devoir faire tout seul parce que pour l'instant, j'ai pas encore assez vendu de tomes pour me permettre un assistant. Et je pense que même si c'était le cas, je continuerai ma série tout seul parce que pour l'instant, je veux vraiment avoir la main dessus. Le jour où j'ai peut-être trop d'histoires à raconter ou pas assez le temps de tout faire tout seul, là, je vais trouver quelqu'un qui dessine aussi bien ou mieux que moi et je vais voir pour diversifier un peu. Ouais. Vu que j'ai l'organisation très logiquement qui vient de me dire « Ed, il y a un temps, il faut le respecter. On parle trop là, attends. » Apparemment. Aïe. Je vais aller sur la dernière question. Donc la dernière question, c'est la question de l'invité précédent. C'était en vidéo sur ma chaîne et c'est Manga Badass. Je te rappelle qu'il faudra que tu réfléchisses à une question pour l'invité de demain sur cette même scène qui sera Mitsugi, le youtubeur. Ouais. Donc la question de Manga Badass. En tant que lecteur de manga, y a-t-il un tome qui t'a marqué plus que les autres au point de le trouver incroyable, à l'instar d'un tome 13 de Berserk que beaucoup qualifient de légendaire? Si oui, pourquoi? Et la question est trop prise de tête, tu peux donner ton dernier coup de cœur, merci. Est-ce qu'il y a un tome qui m'a marqué plus que les autres? Un tome que tu dirais légendaire. Sinon, tome légendaire. J'ai fait la même tête quand il a posé la question. Ah, alors je me rappelle plus de quel tome c'était. Mais la scène légendaire entre Gaara et Rock Lee. Ça, c'est une des premières scènes. dont je suis tombé amoureux dans le manga quand je découvrais tout ça. C'est vraiment une scène incroyable.
D'ailleurs, Naruto, la création de personnages, oufissime. Mais cette scène en particulier où tu ressens tout le travail et l'acharnement de Rock Lee et en face, il y a la supériorité incroyable de Gaara, mais qui commence à montrer les failles. Je ne sais pas quel tome c'était, mais alors je pense que c'est un des moments où je suis tombé amoureux du manga et des histoires et des personnages que ça pouvait raconter. Très bien, bah merci à toi. Avec grand plaisir, merci à vous d'avoir écouté notre blabla. On va faire comme d'habitude à la fin de mes vidéos, comme à la maison. Je vais te remercier vraiment beaucoup d'être venu. Je vous remercie, vous ici, d'avoir été présent à la Japan Expo. J'espère que vous passerez un excellent moment, que vous passiez un jour ou 4 jours. Moi, comme d'habitude, je vais prendre le micro, je vais le poser et je te laisse le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux pendant le temps que tu veux. Moi, la dernière chose que j'ai à dire, c'est vrai, parce que là, ils me regardent, ils disent casse-toi, casse-toi. Le temps que tu veux. On va le lancer, ouais, c'est bon. C'est un manga exceptionnel, je le pense vraiment. N'hésitez pas. Ouais, bah merci Ed. C'est vrai que tu as fait vachement la pub, beaucoup plus que j'aurais pu espérer sur ta chaîne. Ça m'a fait trop plaisir. Merci à toi pour ton soutien. C'est mon premier tome qui est disponible aux éditions Glénat. C'est un manga d'inspiration ouest-africaine. C'est des contes et légendes de mon enfance. J'en fais un récit épique de fantasy, de gorilles géants, de vaudou, d'arts martiaux. Série prévue en 5 tomes parce que bien que j'ai commencé avec One Piece, les séries fleuves, voilà, on commence à fatiguer un petit peu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les 4 jours, je serai en dédicace sur le stand de Glénat, qui n'est pas très loin, ou alors sur mon stand personnel, où vous pourrez découvrir un petit peu mon travail en auto-édition juste avant. C'est le N131 dans le hall 5A. Moi, je serai là pour parler tout le week-end. Vous l'avez vu, j'aime bien parler. Et rencontrer mes lecteurs, ça va être que du plaisir. Donc voilà, j'ai hâte de cette Japan. Merci à toi, Ed, pour l'accueil. Merci à vous pour l'écoute. Et à la prochaine, du coup. Merci encore. Merci. Merci à toi. Merci à toi.